Salut, c'est André Manoukian. Je vais vous faire deviner des intros de rap hyper mélodiques qui viennent parfois de très loin, même du 4e siècle avant Jésus-Christ. On commence par celle-ci. C'est marrant quand même parce qu'il y a très longtemps, il y a une petite musique qui utilisait exactement ces notes-là. Et ça, c'est la musique de L'Exorciste, c'est Tubular Bells de Mike Oldfield. Et c'est là-dessus que s'est bâtie la maison de disques Virgin. Comme quoi, il y a des archétypes dans la musique quand même. Ça fait flipper, non ? Là, on dirait une guitare jésuite du XVIe siècle qui serait jouée par un conquistador espagnol qui aurait honte des massacres qu'il est en train de faire en forêt amazonienne. Blague à part, on est dans des purs accords baroques avec un son qui imite un petit peu la guitare classique, sans l'être franchement, mais avec toujours ces accords qui sont comme une boucle et avec ces petites appoggiatures. Ce qui me fait dire que nous sommes en réalité en pleine période baroque. Le baroque, c'est l'art du frisottis, de la nouille, de l'ornementation. Et nous avons ces petites ornementations musicales délicieuses sur cette guitare synthé et qui lui donne, ma foi, un petit peu de vie. C'est génial, là, c'est un riff de kora. La kora, c'est une double harpe africaine, comme ça, qui se joue d'une manière extrêmement fluide, parce que, vu qu'on a la main droite qui arpégie en même temps que la main gauche, tout d'un coup, il y a une dextérité de ouf, en même temps, il la pince. Là, j'ai l'impression que c'est une kora qui est passée dans un quantizer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que le sample a été retravaillé, mais en tout cas, là où c'est magnifique, c'est qu'on est encore une fois là, presque dans un dialecte africain. Et du coup, on est à la fois dans un récit traditionnel qui vient de très loin et en même temps dans une modernité puisqu'il y a de l'écho, puisqu'il y a de la reverb et tout ça. Donc là, on peut dire que le gars, il cherche ses racines. Là, on est dans l'épique, on est dans Heroic Fantasy, on est quelque part, on est en Asie, on est au bord d'une rizière, c'est un moment de paix, de calme. Là, c'est pareil, on est dans le héru. Le héru, c'est un violon chinois qui se joue comme ça et qui a des harmoniques incroyables. On lui fait faire des inflexions qui imitent pratiquement la voix avec un bending automatique. Donc là, on est dans du cinématographique. On est quand même dans un romantisme extrême. C'est quand même marrant que des gars qui veulent toujours jouer les gros durs sont en réalité mais des purs romantiques. Ça me fait penser à ce héros de Lucky Luke qui, une fois qu'on lui avait enlevé tous ses vêtements, il avait un tatouage où c'était écrit « à ma maman » avec une flèche et tout. Là, on est dans la même chose. Mais c'est joli, hein. C'est le destin, là. Il y a quelqu'un qui ne peut pas lutter contre son destin et qui l'accepte. On est dans les musiques de films des années 60 aussi. Gainsbourg aussi dans Initial Baby. Du coup, Initial Baby, c'est un petit peu aussi du Rachmaninoff. Donc là, encore une fois, on est dans du lourd. Là, on rigole plus du tout. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que sur le texte plutôt trivial, j'ai passé toute la night à compter toute mon oseille et tout. Derrière, il y a toujours ces accords qui tournent. Comme si, d'une certaine manière, il y a quelque chose de tragique qui se cache un petit peu derrière, en arrière-plan. Et du coup, c'est ça qui donne du relief à cette chanson qui a l'air comme ça, gay et tout ça. Parce qu'on sent que peut-être le personnage, il est en danger. Et il n'y a rien de meilleur dans une narration que d'avoir un personnage qui, à un moment donné, est en danger. Parce qu'on a peur pour lui, fatalement. Donc là, on est dans une boîte à musique, clairement, parce qu'on a un son comme ça, cristallin. Et alors, on est dans... Et ça, c'est Brahms.
Donc, il y a un moment donné où il y a quelque chose d'archétypal, je dirais, c'est une petite fille, fatalement, qui chante. Elle est devant sa petite danseuse mécanique, comme ça. Et du coup, sans le vouloir, elle va chercher dans une des berceuses les plus populaires du monde, qui a été écrite par Johannes Brahms, pour que sa maîtresse s'endorme au son de sa musique. Encore une fois, il y a une histoire d'amour super compliquée et super déçue dans cette affaire-là. Donc nous sommes dans les archétypes amoureux, des amours qui ne peuvent pas conclure. Et ça me rend tellement triste. Non, ça n'est pas une bourrée, mais c'est quelque chose qui est très difficile à faire. Pourquoi? Parce que ça, c'est un petit riff qui sonne comme une ritournelle. Et c'est l'art de la ritournelle, je dirais. C'est vraiment l'art de la chanson. C'est quoi une ritournelle? Les Anglais appellent ça un earworm. C'est un ver qui vous rentre dans l'oreille et qui ne vous quitte plus. Autrefois, on appelait ça un gimmick, c'est moche ce mot. Moi, je préfère la ritournelle. Et finalement, l'histoire de la musique, c'est des petites ritournelles assemblées les unes après les autres, qui finissent par écrire la grande ritournelle du monde. Décidément, ce chanteur aime beaucoup Gilles Deleuze. L'art de la ritournelle, c'est lui. Gilles, Jules. Là, c'est intéressant parce qu'on est sur un mode limite un peu flamenco. On est sur des dissonances. Ça, c'est un accord. On faisait ça au Moyen-Âge, interdit. On se faisait écarteler. C'est l'accord du triton. On l'appelle l'accord du diable. Donc là, on sent qu'il y a une tension, un suspense, avec, encore une fois, la dramaturgie de la répétition, comme toujours. Ce qui fait que, avec un minimum d'effort et un maximum d'effet, on est en train de camper une situation qui peut être soit dramatique, soit complètement déchirée. Parce que finalement, les accords, c'est ça. Ça pourrait être un sage d'Okinawa qui fait une méditation sur une baston de héron au bord d'une rizière rouge. Gamme pentatonique mineure. Elle est aussi employée en Éthiopie. C'est une gamme d'une grande sagesse qui nous détache un peu des petits soucis quotidiens. C'est fou, ça. Les gars, ils ont du vocabulaire quand même, non? Regarde ça. Autour de ces trois arpèges, somme toute assez classiques, mais néanmoins animés par une rythmique intéressante et très, très dynamique, je dirais, il y a un vieux truc qui rôde. C'est Ludwig qui vient de se faire plaquer par une comtesse qui crée cette sonate au clair de lune. Alors je ne sais pas si la chanteuse en question elle est en train de se faire plaquer ou si elle est en train de protester, mais... Non, c'est intéressant de voir à quel point finalement c'est... On appelle ça des cadences, des tourneries d'accords, et comment
elles produisent un effet qui est au fond exactement le même que voulaient produire tous ces compositeurs classiques qu'on étudie au conservatoire. Voilà. Au fond, rien n'a changé. Tout est en train de se recycler. Une minute.